ravi d'être avec vous dans ce magnifique endroit. Alors, Madame Decaux m'a dit, les temps sont durs, les temps sont sinistres, essayez de faire quelque chose d'un peu plus gai. Donc je vous propose de réfléchir à l'art et la mort. Juste pour vous détendre un peu. Alors, on va montrer la première slide. Ah ben voilà, elle est là. Alors, parfait. Alors, l'idée que je propose pour commencer, c'est que percevoir le mort, ce n'est pas se représenter la mort. Et se représenter la mort est une contrainte à la créativité, puisqu'on ne peut pas percevoir la mort, on ne peut que se la représenter. Donc c'est une contrainte humaine à la créativité. C'est pour ça que l'art et la mort sont fortement liés. Et les premières œuvres d'art, c'est les sépultures. Alors, l'histoire des sépultures, elle a commencé avec Monsieur et Madame Sapiens, il y a 300 000 ans, et ils ont inventé des outils, mais il n'y avait pas encore de sépulture. Ils ont inventé le feu il y a 500 000 ans, ils ont inventé le langage il y a 200 000 ans, c'est-à-dire que je ne sais pas, quand j'ai découvert ça, j'ai été très étonné. Ça veut dire que les êtres humains, nos grands-parents, à tous, nos grands-pères, nos grands-mères, ont vécu 300 000 ans, êtres humains, sans langage. Alors ça, c'est une surprise, puisque Monsieur et Madame Sapiens existent depuis 500 000 ans, ils parlent depuis 200 000 ans, et les premières sépultures ont été trouvées il y a 100 000 ans. C'est-à-dire qu'on a mis longtemps à devenir humain. Et là, j'ai trouvé cette photo des éléphants qui commencent à être désorganisés par la perception du mort. Et ils commencent à faire des... Alors voilà, le problème, c'est est-ce qu'ils commencent à faire des sépultures? C'est-à-dire de créer un événement qui représente tu n'es plus avec nous, tu n'es plus dans le réel, tu es mort, mais tu vis encore en nous. Les mots que je viens de vous proposer, c'est ce qu'en psychanalyse, on appelle le travail du deuil. C'est-à-dire, tu n'es mort que dans le réel, dans mon âme, dans mon esprit, tu vis encore, et je vais te faire vivre encore en mettant des photos, en faisant un tableau, en racontant ta vie, en cherchant à réfléchir à ce que tu nous as apporté. Donc l'art, la création artistique permet de dire tu n'es mort que dans le réel. Dans la représentation, je t'aime encore, j'aime encore quelqu'un qui n'est plus là. Et je vois bien qu'elle n'est plus là. Moi, être humain, je prends conscience de la mort. Les éléphants commencent à prendre conscience de la mort. Pascal Pic, qui est un grand nom de ce genre de réflexion, m'a montré des documents chez des singes où il y a une bagarre politique chez les singes aussi. Donc les singes aussi ont des événements politiques très conflictuels. Et au moment d'une bagarre, un singe paniqué, parce qu'il est en train de recevoir une trempe, paniqué, il s'enfuit, et il y a un grand bassin, et dans sa panique, il croit qu'il va pouvoir sauter de l'autre côté du bassin, et il n'a pas la force, il rate l'autre berge, et il tombe dans l'eau, il se débat, et il se noie. Une semaine de silence dans le groupe des singes. Ils cessent de jouer, ils cessent de crier, silence. Alors, on ne peut pas appeler ça un rituel du deuil, mais ils sont désorganisés par la mort d'un proche. Donc, ce n'est pas encore la création artistique, et pourtant, ils comprennent déjà que c'est la fin, quelque chose d'absolument définitif. Or, nos enfants font exactement la même chose. L'idée que je suis en train de vous proposer, c'est que on est contraint à la créativité.
Sinon, c'est le vide, c'est l'angoisse, et il n'y a pas une seule culture qui ne fasse pas un rituel du deuil. Il n'y en a pas une. Chaque culture invente son rituel, l'art est constant, c'est-à-dire que dans beaucoup de cultures africaines, on accompagne le mort dans sa sépulture, on va le mettre en terre, on pleure, on est malheureux, on prend conscience que c'est fini, et au retour, la musique réapparaît, il apparaît la gaieté, la vie revient, et on est en train, actuellement, nos rituels occidentaux sont en train de changer. Quand j'étais gamin, dans les rituels du deuil, il n'y avait que de la tristesse. Il y avait des chevaux noirs avec des plumes rouges, les gens devaient faire le signe de croix sur le passage du mort. Donc il y avait encore, c'était aussi une manifestation. La spiritualité, pour moi, est aussi une manifestation artistique, puisqu'on est contraint de se représenter quelque chose qu'on ne perçoit pas, qu'on ne peut pas percevoir, la mort. Et on est en train de faire une représentation, et la religion est très différente de la spiritualité, et la religion, elle, nous invite à la création incessante d'œuvres d'art. Les architectures religieuses sont magnifiques, que ce soit les architectures chrétiennes ou musulmanes, elles sont magnifiques. Les chrétiens sont la culture de l'image, mais c'est sans arrêt des représentations, des vitraux, des tableaux, des tissus, des coupes. Chaque objet désigne quelque chose qui n'est pas là, qui est impossible à percevoir. Donc il y a cette sorte de contrainte, et aujourd'hui on continue à faire ce que faisaient monsieur et madame Néandertal, on va dire il y a 50 000 ans, quand ils faisaient des sépultures. Et comment on sait que c'était des sépultures? Eh bien c'est que sur les os qui ont survécu au temps, il y a des pétales de fleurs, il y a des offrandes alimentaires, il y a des cailloux colorés, il y a des bouts de tissu, il y a des pipeaux, c'est-à-dire des os avec des trous. Donc j'ai des amis qui ont essayé, ils ont trouvé au Proche-Orient des sépultures de Néandertal avec des instruments de musique. C'est-à-dire que autour de la sépulture, il y avait des pierres plates qui faisaient des différentes sonorités. Donc c'était probablement un xylophone. Et il devait pleurer, et en même temps qu'il devait pleurer, il devait raconter la vie du mort, pendant que quelqu'un, sûrement un chaman, devait taper sur le xylophone, pendant qu'un autre devait faire de la flûte avec un os de petit ours avec des trous, et effectivement, ça faisait de la flûte, donc il faisait de la musique, donc il faisait exactement comme nous. C'était pas les mêmes rituels, mais c'était exactement comme nous. Et puis, donc ce raisonnement que je vous propose, je pense que on va... voilà, c'est ça. La posture même veut dire quelque chose. Les femmes avaient les genoux vers l'Orient, la naissance du soleil. Les hommes avaient les genoux vers l'Occident. C'est-à-dire que tout veut dire quelque chose, alors que le gars, il est mort depuis 50 ou 100 000 ans. Et pourtant, ça veut dire quelque chose. Donc c'est le théâtre de la mort qui était mis en scène, et il y a des rituels anthropophagie. Alors ça, je le dis parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, où Gadzusek a eu un prix Nobel pour avoir découvert les prions, c'est-à-dire c'était un prix Nobel de biologie, parce qu'il y avait un rituel où il fallait manger le cerveau de sa belle-mère. Alors si dans la salle des gens ont des belles-mères, il faut attendre qu'elles meurent. Faut pas... Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un rituel, et le cerveau de la belle-mère fabriquait des prions, c'est-à-dire des petites molécules de collagène qui provoquaient des encéphalopathies, des maladies cérébrales.
Et c'est comme ça que Gajusek a eu un prix Nobel et a enclenché des nouvelles directions de la biologie. L'idée que je vous propose, c'est que c'est le manque, la mort, c'est le manque qui contraint à la créativité. S'il n'y a pas de manque, on est bien. Et s'il y a un manque, ou bien on continue à vivre dans le manque, c'est le désespoir, c'est la mort sans rituel du deuil, donc il ne vit plus en nous, puisqu'on n'en parle pas, on ne montre pas ses photos, donc il est totalement mort. Alors que quand on raconte l'histoire de quelqu'un qu'on a aimé, qu'on aime encore, et quand on fait un film, actuellement il y a beaucoup de biopics qui sont passionnants. Ça ne veut pas dire qu'ils soient vrais historiquement, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de le faire revivre, c'est-à-dire de faire poser des problèmes. Et ces biopics, moi j'adore ces biopics, parce qu'ils posent des problèmes. La vérité historique, elle est ailleurs. La vérité des faits, on la connaît pas. On est obligé de s'imaginer ce qu'était sa vie. Mais ça ne fait rien, ça pose un problème aujourd'hui, et grâce à lui, grâce à elle, on réfléchit encore à ce qu'elle nous a apporté quand elle était vivante. Or, on constate que si un enfant est totalement sécurisé, s'il a un confort constant, il n'a rien à inventer. Et il y a un engourdissement de la pensée. Et là, c'est un problème psychologique fondamental, c'est que il ne peut pas y avoir de biographie, il ne peut pas y avoir de vie, d'existence sans souffrance. Alors, ou bien il n'y en a pas, c'est-à-dire que les plantes souffrent, les animaux souffrent, les bébés souffrent, et nous, ça nous arrive à tous, on a tous fait l'expérience de la souffrance. Ou bien on se soumet et on souffre, ou bien on donne sens à la souffrance, et dans ce cas, on arrive à une démarche spirituelle, et pour moi, l'art, c'est une forme de spiritualité. C'est-à-dire que on est contraint, c'est-à-dire ça pose un problème éducatif. On constate que les enfants aujourd'hui n'ont jamais été autant respectés. Ils n'ont jamais été autant anxieux. Alors ça veut dire que j'ai connu que dans les années d'après-guerre, il y avait des martinets partout. C'est-à-dire que quand le couple était jeune, il achetait un petit manche de martinet, un fouet, avec des lanières courtes, parce que comme il était jeune, il pouvait courir après l'enfant pour le fouetter. Si les parents étaient plus âgés, le manche était plus long, ils avaient plus d'argent, les lanières de cuir étaient plus longues, et pratiquement tous les enfants, les garçons surtout, étaient fouettés. Personne n'était indigné. On pensait que ça faisait partie, parce qu'il y avait une guerre ou deux par génération, et les garçons étaient éduqués pour la guerre, pour la violence. C'est-à-dire que on trouvait normal de fouetter un garçon, on violait les filles beaucoup plus, mais on battait les garçons beaucoup plus. Personne ne protestait, ça faisait partie de l'éducation. Aujourd'hui, si un enfant est fouetté, on appelle l'assistante sociale, les pompiers, le GIGN. Ça veut dire que on a complètement changé d'éthos, de hiérarchie des valeurs morales. C'est un progrès, incontestable, c'est un progrès. Et comment expliquer que malgré tout, les enfants qui n'ont jamais été autant respectés n'aient jamais été autant anxieux qu'aujourd'hui? Alors, anxieux de l'école, il y a des phobies scolaires qui se développent, anxieux de la découverte d'une autre culture. Et alors là, merci, Madame Descaux, merci à vous de connaître d'autres cultures et de les faire découvrir, parce que c'est un enrichissement. Parce que la tendance actuelle, c'est de se replier sur soi, de faire des clans. Et le clan, c'est des écoles de haine. C'est-à-dire qu'on est bien contre nous. On a les mêmes langues, les mêmes vêtements, les mêmes insignes,
on est bien qu'entre nous. Le clan est une école de haine pour celui qui a une autre langue, une autre couleur de peau, une autre religion. Donc là, je pense que dans notre culture, on est en train de se laisser entraîner par les fragmentations de la société qui expliquent peut-être l'augmentation d'une nouvelle forme de violence dans les sociétés, alors que la technique nous a jamais aussi bien permis de contrôler la mort et de contrôler le malheur qu'aujourd'hui. Nos enfants connaissent aussi le même développement, c'est-à-dire que le bébé, lui, quand il arrive au monde, il faut qu'il y ait un objet sensoriel qu'on appelle la mère. La mère deviendra une personne. Il y a une ontogenèse, c'est-à-dire un développement continu sous l'effet des pressions du milieu. Mais le milieu, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc ce mode de raisonnement est un degré de liberté. Et l'art, la création artistique, nous permet de poser les problèmes de la cité. C'était la fonction du théâtre chez les Grecs. Les Grecs devaient mettre en scène les problèmes de la cité, c'est-à-dire les étrangers, l'inceste, c'est-à-dire comment faire du social. Pour les étrangers, c'était vite réglé, il suffisait que les étrangers apprennent le grec pour être citoyens. Ils n'étaient plus étrangers. Et pour l'inceste, il fallait poser un problème. Comment fait-on, pourquoi est-il nécessaire d'interdire un acte sexuel biologiquement possible, socialement impossible, insupportable, parce que si l'inceste n'est pas interdit, on ne peut plus fabriquer de structure familiale, on ne peut plus fabriquer de société. Donc les comédiens jouaient sur le théâtre, sur la scène, les problèmes de la cité, c'est-à-dire les artistes, comment fabriquer du social en se respectant mutuellement, en respectant la religion d'un autre, la couleur d'un autre, et même non seulement en le respectant, mais en s'enrichissant de sa découverte. Et donc le théâtre grec, on avait une méthode éducative qui permettait d'intégrer, de s'enrichir, de découvrir, de fabriquer de la famille et de la société. Et on constate aujourd'hui que malgré nos progrès moraux énormes, il y a de plus en plus de déstructuration familiale, surtout en Occident, de déstructuration familiale, donc on ne sait plus très bien définir qui est le père. J'ai présidé la commission des 1000 premiers jours que le président de la République m'avait demandé d'organiser. À la commission, on n'a plus su dire qui était le père, ce qui est une fracture anthropologique majeure, parce que les mères, on sait qui c'est, elles le savent dans leur corps, mais les pères, c'est les femmes qui disent, alors je vais employer un mot désuet, à leur mari, je ne sais plus comment il faut dire maintenant, c'est les femmes qui disent à leur compagnon, mon corps est en train de changer, tu vas être père. C'est-à-dire que le point de départ des enfants, il démarre dans le corps d'une femme et dans la parole de cette femme. Le point de départ est totalement différent. L'ontogenèse est totalement différente. Les femmes savent, les hommes apprennent. Et c'est totalement différent parce qu'il y a beaucoup de cultures africaines où le père n'est pas l'amant. Beaucoup considèrent que l'amant, c'est l'amant, et le père, c'est celui qui est désigné par la société, par les anciens, pour dire que tous les hommes du côté de la mère, celui que nous, on appellerait l'oncle maternel, actuellement, je dirige une thèse d'un Ivoirien qui m'explique que en Côte d'Ivoire ou dans les cultures africaines ou des Indiens du Mexique, où est-ce qu'elle est, où les Indiens du Mexique ont la même représentation. L'amant n'est pas le père. Le père, c'est celui qui est désigné par la société
pour être responsable de l'enfant, pour s'en occuper et pour s'y attacher. Et le doctorant s'appelle Pacôme, et il me dit ce qui fait que les enfants sont toujours entourés. Ils sont entourés par la mère, elle-même entourée par un groupe de femmes, et les hommes, c'est tous les hommes, c'est un équipage d'hommes. Il y a toujours au moins une mère ou un substitut, il y a toujours un père ou un autre père, parce que le père, c'est pas l'amant, c'est celui qui apprend à être bon à l'école, c'est celui qui apprend à respecter la religion, c'est celui qui apprend la loi, c'est le grand-père, c'est celui qui apprend à s'arranger avec la loi. Donc ça veut dire qu'il y a un équipage d'hommes. Les enfants, dans des pays plus pauvres que le nôtre, ou en Occident, ne sont jamais seuls. Et il y a beaucoup moins de dépression périnatale dans ces pays pauvres qu'en Occident, dans ces pays riches, où les femmes sont cultivées et seules. Et c'est la solitude qui provoque des altérations neurologiques, que la neuroimagerie, aujourd'hui, précise et photographie sans peine. Donc ça veut dire que lorsqu'un enfant se développe, il est contraint à la créativité parce que, inévitablement, alors ça c'est la télépathie chez les ordinateurs. J'étais en train de me dire, il faut que j'appuie là pour montrer comment on représente la vie après la mort chez les Égyptiens, c'est source d'œuvres d'art, et l'ordinateur s'est déclenché tout seul. Alors, donc les enfants, au cours de leur développement, ils ont des moments où maman ne sera pas là. Forcément, nécessairement. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ou bien ils attendent tout de maman ou de ses substituts, et ils sont passifs, et on leur apprend l'angoisse. Au contraire, si maman doit partir pour respecter sa personne, pour travailler, pour se reposer, elle doit partir, et en Occident, l'enfant va se retrouver seul. Et dans ce cas, ou bien il pleure, il est désespéré, ou bien qu'est-ce qu'il fait? Il prend un papier, un crayon, et il dessine. Et il dessine un bonhomme tétard, il dessine en vieillissant, il dessine un cœur. Quand il va apprendre à écrire, un peu plus tard, il va dessiner un cœur, mettre des pétales de fleurs, des pétales de roses, et il va commencer à écrire « Maman, je t'aime ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un tableau, une œuvre d'art, il a créé une représentation qui lui a permis de supporter le manque de mère. C'est-à-dire que c'est la créativité qui lui a permis d'éviter de contrôler l'angoisse. Ce qui veut dire que quand on empêche la créativité d'un enfant en le gavant, on lui apprend l'angoisse. Et que les artistes ont une fonction d'apprendre en apprenant la créativité aux enfants. Alors chaque enfant trouve sa méthode. Pour certains, c'est le dessin, ça on n'y échappe pas, le mot, la créativité. Chaque enfant invente son objet transitionnel, c'est-à-dire l'objet qui va lui permettre d'inventer, de créer la représentation, au sens théâtral du terme, d'inventer la représentation de maman qui n'est pas là, mais qui va revenir. Donc c'est la créativité artistique au niveau de ce petit enfant qui va lui permettre d'apprendre à contrôler l'angoisse, ce que ne fait plus notre culture occidentale. C'est-à-dire que en gavant les enfants, on les prive de l'apprentissage du contrôle de l'angoisse. Alors, en plus, l'art est lié à la science. C'est pas opposé à la science. L'art est lié à la science. La plupart des hypothèses scientifiques sont des hypothèses poétiques. Et si c'était comme ça? Et si c'était autrement que ce qu'on nous apprend? Si vraiment on y avait des indices. Donc la science, l'hypothèse du scientifique est une créativité très proche
de l'hypothèse de l'homme ou de la femme de théâtre. Et si je représentais, moi, grec, si je décidais de représenter l'étranger d'une autre manière? Il y a des films actuellement qui nous montrent l'autre culture, l'autre religion, l'autre étranger de manière absolument passionnante et artistique. C'est-à-dire que si, et là, c'est un point dangereux de notre culture, c'est que si on fait, je le disais tout à l'heure, mais je le redis volontairement, si on fait une seule représentation du monde, le clan, le régime politique autoritaire qui prépare à la dictature, une seule représentation du monde, on met en place des écoles de haine. Il n'y a qu'une seule manière d'être, une seule manière de vivre. Tous ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, les mêmes vêtements que nous, les mêmes rituels culturels que nous, méritent la mort. Et si vous ne me croyez pas, mettez votre télévision, allumez votre télé ce soir, et vous verrez qu'il y a des pays sur la planète où on se moque éperdument de la mort de l'autre. C'est la fête si l'autre meurt, c'est la définition dans la guerre. Dans les guerres, si l'autre meurt, on fait la fête. On est heureux de sa souffrance, on est heureux de sa mort. Alors que si l'autre est représenté par un film, par un romancier, par quelqu'un qui fabrique des mots, qui fabrique une représentation au sens théâtral du terme, si l'autre est représenté, à ce moment-là, la mort de l'autre devient un chagrin, une perte. Donc la nécessité de s'opposer au langage totalitaire, c'est-à-dire la nécessité d'accepter, il y a une biodiversité qu'on est en train de découvrir, s'il y avait une seule manière d'être vivant, la vie entière disparaîtrait. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la modification de l'eau, avec la modification de l'air, les plantes ne sont plus les mêmes, les animaux ne sont plus les mêmes, et nous-mêmes, on commence à changer biologiquement et psychologiquement, et bien sûr socio-culturellement. C'est-à-dire que la vie, c'est la diversité, c'est la biodiversité, et c'est aussi la diversité des représentations. La nécessité sociale, tout à l'heure je disais la nécessité neurologique de la créativité, la nécessité spirituelle de la créativité, et maintenant je prépare la fin de mon exposé en disant la nécessité sociale de la créativité. Et on voit que ce que les comédiens, les artistes mettent en scène aujourd'hui, c'est comme chez les Grecs anciens, c'est le problème de la cité. Les enfants dans les pays en guerre, devinez à quoi jouent les enfants? Ils jouent à la guerre. Ils s'apprennent à contrôler. Ils ne contrôlent pas la guerre, mais ils contrôlent l'angoisse provoquée par la guerre. Et si on laisse se mettre en place des clans, ce qui se passe dans toutes les cultures, au Proche-Orient, en Afrique, en Inde, partout, et actuellement on voit se laisser mettre en place des récits de clans, c'est des écoles de haine, de préparation à la guerre, tués sans aucune culpabilité. Il n'y a pas d'empathie. S'il n'y a qu'une seule représentation du monde, il n'y a pas de représentation d'autres du monde. Il n'y a qu'une seule, c'est la dictature. Et dans ce cas, si vous êtes dans un pays en guerre, si vous tuez un homme, vous êtes décoré. Si vous êtes dans un pays en paix, si vous tuez le même homme, vous êtes emprisonné. L'échelle des valeurs n'est pas du tout la même, et ça dépend uniquement des récits et de la manière de présenter le monde de l'autre. Et j'ai commencé par la biologie avec les éléphants. J'ai commencé par, voilà, ça je l'ai dit. Voilà, tout ça c'est des inventions de rituels qui nous permettent de mettre en scène la mort des gens qui ne sont morts que dans le réel.
Et j'ai commencé par la biologie pour accéder à la spiritualité, et maintenant je vais faire la démarche contraire. Je suis parti de la spiritualité qui modifie le fonctionnement de notre cerveau. Et on le sait parce que, par exemple, je travaille à Toulon avec un des élèves qui qui travaille avec nous, qui est un des meilleurs neuropsychologues. Il est neurologue, il est musicien et musicologue. Et comme il sait faire des neuroimageries et il sait les interpréter, il photographie comment les pianistes ont sur le cerveau une zone des doigts hypertrophiée. C'est-à-dire que le fait de jouer d'un instrument à musique stimule les zones cérébrales et les renforce. Le fait d'apprendre une langue étrangère, le fait de découvrir une autre religion, une autre culture, c'est la même chose, ça nous renforce. Puisqu'on peut comparer deux cultures, on peut comparer deux cultures différentes. S'il n'y a qu'une culture, il n'y a pas de culture. Parce qu'une information qui est toujours la même, c'est une anesthésie, c'est une habituation. Une information qui est toujours la même, c'est plus une information. C'est un engourdissement psychique. D'où la nécessité d'avoir des artistes qui posent des problèmes parfois choquants. Bon, ben voilà, la fonction des artistes, c'est peut-être de nous bousculer, provoquer, pour parler ensemble. C'est de nous bousculer pour nous inviter à la parole. Et là, on est dans une fonction démocratique qui nous permet de découvrir l'autre et de nous enrichir. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses et qu'on va pouvoir en parler un petit peu démocratiquement. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik, pour cette formidable introduction de l'art et la mort. On l'avait pas forcément anticipé, mais merci. Est-ce qu'on peut mettre la slide avec le programme global, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a un petit peu de temps, en l'occurrence, puisque vous avez parfaitement respecté le timing. Merci. On a quelques instants pour poser des questions, si vous le souhaitez. Sinon, moi, j'en aurais plein, spécialement en étant aujourd'hui mère à venir. Et donc, avec tous les éléments que vous nous avez partagés, grande pression pour les 1000 premiers jours. Oui. Alors, attendez, il y a un micro qui arrive dans une seconde. Merci. Comme vous avez parlé de gaver les enfants, que ça tue leur créativité, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Gaver les enfants, vous avez parlé de ça, je pense. Oui, merci. Oui, c'est l'idée que je propose. Gaver, c'est engourdir. Alors, il ne s'agit pas de maltraiter les enfants. C'est un grand progrès de notre culture, c'est que maintenant, la maltraitance des enfants est pénalisable. Parce qu'un enfant maltraité, c'est un enfant qui est éduqué par la peur, par la terreur. Mais gaver un enfant, ce n'est pas la bonne solution. Le gavage, la mise à l'épreuve de nos enfants ne peut pas venir de la famille, du foyer. Le foyer, c'est le lieu, ça doit être, quand ça marche bien, le lieu de la sécurité. Et dans ce cas-là, les parents ont une fonction sécurisante. Donc la mise à l'épreuve ne peut venir que de l'alentour familial, la culture du village, le sport, la musique, le théâtre. Les jeunes qu'on invite à faire du théâtre, ou même tout simplement à parler sur une scène, stressent. C'est bien.
ils doivent stresser. Et du coup, ils doivent apprendre à surmonter le stress d'avoir à monter, à jouer une scène. Et du coup, en surmontant le stress, s'ils sont bien sécurisés, s'ils sont bien entourés par les parents, dont c'est la fonction, par les enseignants qui ont perdu en Occident leur fonction sécurisante, si les enfants sont bien sécurisés, ils ont peur, ils stressent, ils sont invités à la victoire, on leur a permis d'acquérir la confiance en eux. Et cette confiance en eux, ils sont fiers d'eux. La fonction essentielle de l'attachement, c'est de donner aux enfants la confiance en eux. Mais c'est pareil aussi dans un couple. Dans un couple qui marche bien, l'attachement donne accès à la liberté, alors que l'amour est une merveilleuse prison affective. Je veux tout le temps être près d'elle, près de lui, alors que l'attachement, j'ai confiance en elle, je peux compter sur elle, sur lui, donc je peux tenter l'aventure humaine, l'aventure sociale. C'est le même raisonnement. C'est parce que c'est ma femme, celui que de mon temps on appelait mon mari, je ne sais pas, je sais pas comment il faut dire maintenant, dans les papiers administratifs de beaucoup de pays, le mot père a disparu. C'est premier parent, deuxième parent. Sur le plan anthropologique, c'est énorme. C'est la première fois depuis l'interdit de l'inceste, c'est la première fois où le mot père est apparu. C'est la première fois dans l'histoire humaine que le mot père, le mot mari, le mot fiancé, tous ces mots-là sont en train de disparaître. C'est sûrement un indicateur anthropologique majeur. Alors, donc, c'est de la culture que doit venir la mise à l'épreuve, contrôlée, pour la transformer en fierté d'avoir triomphé de l'épreuve. Et c'est pas en hyper protégeant les enfants qu'on va leur donner confiance en eux. La protection doit venir de la famille, du foyer. Et les mises à l'épreuve triomphantes doivent venir du théâtre, du sport, de la musique, des enseignants. Ça doit venir de l'extérieur de la famille. Et là, c'est ce que font les cultures qui marchent bien, font ça. Les cultures qui mènent à la guerre font exactement le contraire. Il y a une seule voie à apprendre, la voie du chef. Le chef, c'est tout. On n'a rien à apprendre, on n'a rien à comprendre, il suffit de réciter. Et on voit que c'est ce que je viens de dire là, c'est la définition de la fonction du langage totalitaire. Le langage totalitaire a été très bien décrit par Victor Klemperer avant la Seconde Guerre mondiale, où il a vu monter le nazisme et il l'a vu monter par le langage, la créativité, les œuvres d'art. Une seule représentation du monde autorisée, celle du chef. Les autres, on les met en prison, on les torture, on les élimine, ça n'a aucune importance. Bonjour, merci. On vient de m'offrir pour mon anniversaire votre livre. Alors j'ai hâte de le commencer maintenant que je vous ai rencontré. Alors c'est intéressant parce que je vois la structuration de votre présentation avec l'idée de la mort et en fait ce conflit de vie pour voilà la déorganisation, j'ai beaucoup aimé la déorganisation en parlant de biologie avec les éléphants pour après essayer de recréer une autre organisation, l'évolution, la transformation, le changement, et qui en fait ça, c'est cette en fait transformation, cette résilience qui en fait moi je pense de ce que vous dites est l'art qui, bon, en tant que bonne américaine diplômée en psychologie et histoire de l'art, moi j'appelle plus ça, on va dire un souffle de vie. Un souffle de vie. Bien sûr, merci pour cette question. Bien sûr, l'écriture est un argument fondamental, un facteur important de la résilience, dont la définition est tellement bébête, tellement évidente, c'est la reprise d'un nouveau développement après un fracas traumatique. Il ne peut pas y avoir de définition plus logique et plus bébête même.
elle n'est pas toujours comprise. Mais pour les praticiens, pour les gens de terrain, c'est presque une évidence. C'est une évidence de fait, mais comment faire pour pour aider à reprendre un nouveau développement? L'écriture, l'engagement social, la relation sont des facteurs privilégiés de la résilience. Et dans l'écriture, on le voit pour les enfants, même qu'ils ont des petits stress de la vie quotidienne. Je disais tout à l'heure, maman n'est pas là. Et beaucoup d'enfants sont stressés. Qu'est-ce qu'ils font? À la place du vide, maman n'est pas là, elle va m'abandonner, je suis seul au monde, ils mettent une représentation de maman. Et là, donc, c'est une créativité. Donc, j'ai connu d'ailleurs un peintre qui avait fait toute sa carrière en s'inspirant des dessins d'enfants. Et les gens comprenaient que dans ces dessins d'enfants, il y avait une représentation d'une attente pleine d'espoir. Elle va revenir. Elle est là, elle n'est plus là, mais elle est là, donc elle va revenir. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans les théories de l'attachement est une sécurité qui donne la liberté. Alors que l'amour, qui est un moment extatique, extraordinaire, c'est une prison délicieuse. Je suis malheureux dès que je ne suis plus avec elle, avec lui. L'aventure sociale, je m'en fous éperdument. Si vous ne me croyez pas, regardez Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ce qui comptait, c'était eux, Roméo et Juliette, les familles, les Capulet, les Montaigu, alors là, qui se débrouillent, ils n'étaient même pas... Donc, la famille, la culture, la société... Donc, on ne peut pas parler de résilience, là. Alors que pour l'attachement, on parle pour la créativité. Chacun trouve son mode de créativité. Mais l'écriture est un facteur précieux, la musique aussi, parce que la musique sculpte une certaine zone cérébrale. Tout à l'heure, Pierre Lemarquis nous montrait des images. Les pianistes ont la zone des doigts hypertrophiée. Mais on voit que ceux qui parlent, les gens de théâtre, ont la partie antérieure du cerveau hypertrophiée. Et en plus, comme ils ont des textes très longs à apprendre, le circuit de la mémoire est hypertrophié. On sculpte notre cerveau avec des relations et on a une possibilité d'agir sur les relations qui sculptent notre cerveau, qui nous font voir des mondes différents. L'avantage des écrivains, des artistes, des cinéastes, chacun choisit son talent, ce dont il est capable, c'est justement de montrer, de nous faire découvrir des mondes différents. Parfois ces mondes sont choquants, ils sont différents. Les Grecs fermaient le théâtre pour obliger à la parole. C'était la fonction démocratique du théâtre. Donc ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans le théâtre, c'est le restaurant. Parce que c'est au restaurant qu'après on va avec les copains et qu'on n'est jamais d'accord. C'est au restaurant qu'on fait les débats démocratiques. Très bien, merci. Peut-être qu'on va finir sur le concept de démocratie, qui est toujours un bon concept, qui était celui du dernier colloque, d'ailleurs, qu'on a organisé ici. Malheureusement, le temps est timé. Donc, merci à tous pour ces questions. Merci à toutes également. Merci Boris Cyrulnik. Merci d'avoir partagé une vie d'engagement, une vie de recherche. Nous, on était très heureuses de vous inviter parce que finalement, vous êtes la démonstration à travers votre parcours personnel et professionnel que tout est une question de choix et de choix qu'on peut faire au quotidien. Donc c'est aussi une forme de pression. En vous écoutant, je me disais, voilà, j'ai une grande pression à venir aussi, mais la question de choisir sa voie et de choisir ce qu'on sert et à qui on sert est quand même déterminante. Et merci d'avoir servi la science, l'humanité, la résilience et finalement l'humanité. Merci.